Sa propriétaire est elle aussi une passionnée de patrimoine. Deux tours médiévales marquent l'entrée d'un chef-d'œuvre de la Renaissance. Le château de Bournazel, édifié en 1545, doit sa renommée à sa façade, dont les motifs évoquent la mythologie gréco-romaine. Chacun d'entre eux vante les qualités de la famille qui fit construire le château, le seigneur du Buisson et son épouse. Aujourd'hui, la maîtresse de maison s'appelle Martine Arlin. Elle et son mari ont racheté le château il y a 3 ans. Alors là, c'est la façade la plus ancienne, celle-ci. On a des représentations diverses et variées, très riches. Ici, les bucranes, qui sont des crânes de taureaux décharnés, donc c'est un très très vieux motif antique. J'aime beaucoup, moi, le taureau à l'anguille ici. Alors tout le monde connaît l'enlèvement d'Europe par Jupiter, où il se met par terre devant sa nymphe et il s'apprête à l'enlever. Donc il sourit un petit peu avec des yeux séducteurs. Moi, à chaque fois que je le vois, il me fait beaucoup rire, ce taureau. Et même pour la petite histoire, on a dans l'angle là-bas, on a caché quelque chose d'un petit peu osé. On va aller voir. On a ici un satyre dans le coin gauche, vous voyez, en position priapique. Mais on le cache, on le met en coin. C'est un peu comme au Moyen-Âge, quand on mettait des choses un petit peu osées, on les mettait tout en haut. Pour qu'elles soient là, qu'on les voit, mais pas trop, pour pas que ça choque. Martine Arlin a découvert le château il y a 8 ans. Il accueillait alors une maison de repos. Elle et son mari avaient déjà restauré un autre château dans la région. Ils avaient donc l'expérience nécessaire pour prendre en charge celui-ci. Il y avait là toutes les poubelles alignées les unes à côté des autres, sans aucun respect pour la façade magnifique. J'avais été frappée par la beauté du lieu. Et je suis repartie, je me suis dit, moi, je ne veux pas voir ça plus longtemps, je m'en vais. Et en fait, c'est uniquement 3-4 ans plus tard que l'architecte des bâtiments de France est venu me chercher et m'a demandé si j'avais pas envie de m'occuper de Bournazel. Mais ça a été 1 an et demi de réflexion, même s'il y avait eu le coup de foudre. Devant l'ampleur du chantier, ça a été quand même une grosse responsabilité. Puis on s'est décidé, quoi. On s'est jeté à l'eau comme des fous, quoi. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement? Le côté exceptionnel du lieu. C'est absolument somptueux pour moi. Mais c'est difficile d'expliquer pourquoi quelque chose est beau. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence au premier instant. C'est comme un coffret précieux encadré d'une forteresse médiévale. C'est absolument étonnant quand on découvre le lieu et quand on regarde dans le détail. On a une richesse de la sculpture exceptionnelle. Tout est exceptionnel ici. Donc, bon, c'est une grosse décision, c'est une décision de vie. Ça veut dire que c'est les 20 prochaines années, parce que c'est pas 2 ans. Hein. C'est la vraie vie, ça. Moi, la vraie vie, c'est pas de rester dans un transat au soleil. Donc la vraie vie, c'est vraiment de faire un projet, de faire quelque chose, de communiquer sa passion, son enthousiasme, sa façon de vivre. Enfin, c'est une façon de vivre. Donc c'est un choix qu'on a fait avec mon mari de... On est rentré en patrimoine comme on rentre en religion, en quelque sorte. Hein. Je me sens pas propriétaire, je me sens dépositaire. Donc je suis partie pour soigner la bête, quoi. Donc il va falloir du temps. Première étape, la reconstruction d'une aile détruite en 1790, à la suite de la prise du château par les paysans du village. Aujourd'hui, pose d'un linteau sur la future façade. Johan, tailleur de pierre, coordonne le chantier. Sa responsabilité est considérable, car il reconstruit une partie d'un château du XVIe siècle. Là, attends. Stop, là. Doucement, plus. Les architectes et restaurateurs se gardent habituellement de se mesurer à ce genre d'édifice, tant ils sont complexes, raffinés et exigeants. Vas-y. Stop. Attends. Est-ce que tu peux renvoyer ton chariot vers Claude, vers là-bas? Martine Arlin est consciente du caractère hors du commun du projet. C'est la raison pour laquelle elle accorde son attention aux moindres détails. Il y a un gros joint, là, pour l'instant. Hein? C'est vrai que j'aime pas les gros joints. Hein. Ah non, mais il faut pas de gros joints. Non, il n'y en aura quasiment pas. Parce que là... Mais on verra rien. Et on voit qu'ici, hop. Quoi, cette petite entaille là? La petite entaille là, c'est exprès. Pour accrocher l'ombre. Le moindre angle est étudié pour accrocher une ombre. Pour mettre en avant, c'est des jours et des noirs, quoi.
C'est une histoire de lumière. Des blancs et des noirs, oui, c'est une histoire de lumière. Ouais. Tout est histoire de lumière sur ce bâtiment. Ouais, en ornementation, c'est primordial. Puis là, c'est pareil, c'est bien marqué ici pour que la goutte se détache. Vous voyez, là, il y a un instrument qui est passé, là, de chaque côté, autour de chaque goutte. Pourquoi? Pour faire une petite ombre autour, comme un trait de crayon. Ouais, ça fait comme si c'était entouré d'un trait de crayon. Et c'est ça, la qualité du travail. Et comme ça va pas paraître, de loin, ça va pas paraître mou. Ça va paraître dessiné, pas mou, pas perdu dans le fond. Hein, puisque c'est pas coloré, ça. Donc la seule couleur qui existe, c'est la lumière c'est des jeux sur les profondeurs. Pour se faire une idée de l'ampleur de l'entreprise, voici une photographie aérienne du château avant le lancement des opérations. Il y a encore 2 ans, avec cette façade que nous voyons ici depuis l'intérieur. Martine Arlin a insisté auprès de l'architecte en chef pour que le bâtiment disparu soit remplacé à l'identique. Et son rêve est aujourd'hui en train d'être réalisé. En partie dégradé et aller à la ruine. Là, on est où, là, par rapport à cette photo? Alors, nous sommes ici, sur cette terrasse, et nous regardons vers le château. Vers la petite tourelle, qu'on voit très bien. Voilà. Qu'on repère bien sur la photo. Voilà. Et ça, c'est un photomontage. Et aujourd'hui, on en est arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire que toute cette partie-là est remontée et on restitue un gros tiers du château. Voilà. Et ce qu'on a vu ce matin, c'était Johan qui était en train de travailler sur ce linteau-là. Donc on était ce matin exactement là. Une fois les travaux terminés, Martine Arlin et son mari aménageront leurs appartements dans cette partie du bâtiment, tout en ouvrant le château à la visite. C'est ça qui était assez extraordinaire pour un architecte, c'est qu'il sent qu'il y a des gens qui vont l'habiter, qu'il va y avoir une âme à nouveau. Et ça, c'est important pour un architecte de savoir que ça va être habité et qui va servir. Parce que souvent, on fait des projets de restauration, on restaure, monsieur l'architecte, restaurer, puis on verra ce qu'on peut en faire après. C'est pas forcément la meilleure solution pour bien restaurer. Restituer un bâtiment identique à celui construit au XVIe siècle n'est pas habituel. Le plus souvent, on préfère ne rien faire plutôt que de revenir sur les destructions des siècles passés. Ici pourtant, il en allait de la solidité de cette façade, qui aujourd'hui encore est orpheline. Actuellement, il a un petit air d'arc de triomphe parce qu'on voit à travers, hein, ce qui est un contresens complet. Donc on va avoir à nouveau les noirs des fenêtres qui apparaissent toujours noirs. Et puis on a le grand comble qui est au-dessus. Alors cette façade-là, elle était, quand on est arrivé, en train de tomber. Il y a des pierres qui étaient tombées. Et la façade se dédoublait, c'est-à-dire que toute la partie avant venait vers la cour et la partie arrière tombait sur la toiture qu'on a vue tout à l'heure. Le travail sur le château a été confié à une entreprise de la région. Mais elle n'est pas la seule à intervenir à Bournazel. Ce matin, sous une pluie battante, travaillent sur un pavillon d'époque des étudiants de l'université de Montpellier, département architecture et histoire de l'art. Martine Arlin a en effet souhaité consacrer une partie du chantier à la formation aux techniques de la restauration, sous la direction de 2 professeurs. Les enduits seront le grand sujet de ce chantier école, le 5e au château. Cela peut paraître austère, mais Hervé Nicolas, le premier des 2 intervenants, a sa manière bien à lui de communiquer son savoir. Ce qu'on vous demande ici, c'est, parce que vous allez vous initier, c'est de comprendre que un enduit, c'est envoyer le mortier sur le mur, c'est pas se l'envoyer sur les pieds. Donc tout le système va consister à prendre, c'est un petit peu comme quand vous voulez manger. On vous apprend à manger d'abord avec une cuillère à café, puis après on vous met une cuillère à soupe dans la bouche. Ben, c'est exactement la même chose. Vous, il faut que vous appreniez à prendre des petites quantités au début, et puis quand ces petites quantités, vous serez capable de les envoyer sur le mur sans les faire tomber, vous en prendrez des plus grosses. Puis après, je peux vous montrer, on peut en prendre carrément des très grosses. D'accord ? Hervé Nicolas aime les choses bien faites. Avant d'être professeur, il était artisan. Ce que tu fais, tu couvres ta taloche. Il ne faut pas faire pour faire. Prends le temps qu'il faut, apprends à trouver les gestes.
Il faut penser que chaque goutte que vous faites tomber, c'est votre soupe du soir que vous diminuez. Première étape, l'apprentissage du geste. Mettez-vous un peu à la place des gens qui faisaient ça, madame l'architecte. Il faut être précis, économe, mais déterminé. Je fais ça. Vous essayez de leur communiquer le caractère précieux de la matière, là. Oui, et en même temps de leur montrer que c'est pas quelque chose qu'on fait avec des gants blancs, des pincettes, et que c'est quelque chose dans lequel on s'engage. L'atelier d'à côté concerne le linteau de la porte d'entrée, dont il faut retirer les pierres les plus détériorées pour les remplacer. Ça a 400 ans et ça résiste encore. Thierry Verdier supervise le chantier et participe aux travaux. Il enseigne l'histoire de l'art à Montpellier. C'est pas l'image qu'on se fait d'un professeur d'université, là. L'architecture ancienne, c'est aussi beaucoup de matière. Et si on n'a pas conscience de la matière, si on reste pas dans le monde de l'ornement, eh bien on oublie qu'un bâtiment, c'est de la difficulté, c'est énormément de masse, énormément de poids, énormément de travaux du quotidien que personne ne regarde. Et donc les étudiants, ils apprennent ça aussi. Après avoir dessiné des beaux plans, après avoir fait des restaurations un peu magnifiques, avec beaucoup de détails, beaucoup d'intelligence dans le dessin, eh bien ils se rendent compte que quand on fait un dessin, il y a d'autres derrière qui doivent le réaliser. Et ils sont volontaires. Les examens sont déjà passés, donc ils n'ont rien à valider. Maintenant, c'est effectivement du plus. Voilà, le plaisir de l'effort. Et de réaliser quelque chose. Voilà. Alors ils signeront pas, mais en tout cas, ils laisseront quelque chose de durable. Le droit de casser du Césaire. Ouais. Et là, Ouais. C'est bon, on va mettre nos travaux. Qu'est-ce que ça vous apporte de les voir ici, faire ce qu'ils font? Ah bah comme ça, je suis sûre que je vais avoir des passionnés qui vont prendre ma suite. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les gens qui ont vu une fois, qui ont touché, moi je suis sûre qu'ensuite ils sont conquis, ensuite ils reviennent, ensuite... C'est pas innocent. À mon sens, c'est un savoir qui reste ancré. Donc c'est vraiment pour transmettre moi ce que je trouve beau. Alors après, s'ils ne trouvent pas beau, tant pis, mais je pense que tous ceux qui sont là, c'est qu'ils sont motivés, déjà. Puis nous, ça nous marque aussi parce qu'on n'a pas l'occasion de se faire la main sur ce genre de chantier. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc c'est très bien. C'est très bien que vous fassiez ça. Donc on va poser la clé, moment difficile. Bon, c'est là qu'il faut quelqu'un pour pousser. Pour lui soulever. Allez-y. Prenez pas mon t-shirt avec. Mon doigt. Ça va rester votre maison quelque part. Ouais. Mais alors, moi, je m'étais dit au début, ça pourrait faire un endroit superbe pour des petits jeunes mariés comme ça. Ah oui, mettez une petite chambre là-haut. Ouais, comme ça, un petit peu romantique. Hein. Mais vous allez en faire quoi? Un cabinet d'interprétation. D'interprétation de quoi? Du jardin. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire avec des expositions? Avec des explications. Ah, des explications. Parce que le jardin, je sais pas, vous avez vu le projet de Thierry? C'est compliqué. Le jardin, qui se trouvera bientôt à cet endroit, demandera en effet bien des explications, car il s'agira tout à la fois d'une restitution et d'un jardin imaginaire. Thierry Verdier, qui en est le concepteur, a méticuleusement exploré l'endroit et il a trouvé les grandes structures du jardin du seigneur Dubuisson, le premier propriétaire. Ensuite, son imagination et ses connaissances historiques ont fait le reste. Tout ce qui est là aurait pu exister en 1545
Et par ailleurs, toutes les plantes qui seront ici, sans exception, sont des plantes qui soit sont endémiques, soit donc existaient ou étaient connues dans la culture humaniste du XVIe siècle, du début du XVIe siècle. Si bien qu'un dit Buisson, s'il revenait dans quelque temps quand le jardin sera achevé, il serait un peu chez lui. Il serait un peu chez lui, d'autant on retrouve quand même des éléments, c'est l'intérêt de l'archéologie, on retrouve des éléments comme par exemple un mini embarcadère sur cet axe, on retrouve un élément de la rigole, donc c'est pas artificiel. Donc on est le plus fidèle possible à ce qu'on retrouve comme information. Après ça, il faut un tout petit peu interpréter, et c'est pour ça qu'on dit on fait pas un jardin du XVIe siècle. On est dans la logique de l'invention, et donc c'est une création, et il faut accepter finalement que l'on crée quelque chose qui aurait pu, mais qui n'a jamais existé. Lorsqu'on est ici, on est à peu près là, on est finalement pile poil sur l'entreporte. Alors c'est assez intéressant parce que tu vois un petit peu l'échelle du projet avec donc les grandes pergolas, les gloriettes, toute cette partie supérieure où tu as effectivement donc, le verger. Ensuite ici donc tous les massifs, les buis taillés. Après cette grande partie colorée, on met la partie plutôt de l'eau. Et derrière ce mur, apparaissent les banquettes sur lesquelles on installe toutes les plantes médicinales, les simples, etc. Pour vous, c'est une expérience inédite. Ah, c'est exceptionnel. Jamais on n'aurait imaginé un tel investissement dans un projet qui finalement est presque fragile par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes des bâtisseurs, on fait des bâtiments qui doivent demeurer, qui doivent durer. Et pour la première fois, on dit faites du fragile, mais qui va durer des siècles. C'est un rêve, enfin ça n'arrive jamais, je crois, dans une carrière. Il faudra 2 années de travaux pour obtenir ce résultat. Ensuite, l'ensemble, jardin et château, sera ouvert au public. C'est l'intention de Martine Arlin et de son mari. Aujourd'hui dimanche, ils en donnent d'ailleurs un avant-goût. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ils ont invité tous les habitants du village de Bournazel et des environs. Entrez, ils sont déjà en train d'installer le buffet. Bonjour madame. On a fait le pari du beau temps. Ah ben voilà, c'est une très bonne idée. Beaucoup d'entre eux connaissaient le château, car s'y trouvait jusqu'à ces dernières années une maison de repos. Mais ils sont loin d'imaginer les résultats obtenus par la restauration. Et tout à l'heure, on va visiter par petits groupes et il faudra être prudent. Hein. Donc, il ne faudra pas marcher, il faudra bien écouter les gens qui ne vont pas passer à travers. Hein. Très discipliné. Je suis contente, ils arrivent bien, ils sont nombreux, donc je suis ravie. Et tout le monde a l'air bien, il y a le soleil avec nous, il y a tout, quoi. Martine Arlin se charge elle-même de la visite. J'ai un très grand groupe, là. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y avait un couloir qui circulait ici, qu'on a bouché, parce qu'en fait, les entrées du XVIe siècle, elles étaient là. Alors, pourquoi ces entrées du XVIe siècle? Vous allez voir, d'abord, elles sont arrondies, et c'est un travail extrêmement soigné. Quand on arrive au XVIIIe siècle, ce ne sont plus les mêmes propriétaires, c'est plus la création du château, donc on fait des choses simplifiées. Si vous voulez me suivre... Les villageois redécouvrent le château. Mais un château débarrassé de tous les ajouts qui masquaient jusqu'ici l'architecture du XVIe siècle. C'est extrêmement soigné. Je ne reconnais pas parce que j'ai fait ma carrière. C'est vrai? Cette dame, par exemple, va de surprise en surprise. Dans 38 ans. Elle a longtemps travaillé ici et elle n'avait jamais vu ces cheminées fonctionner. On avait peur qu'il pleuve et que tout le monde soit gelé. On s'est dit... Oh, nous, on ne les a jamais vus aller pour ces cheminées. C'est vrai? Ah non. Et vous aviez fait toute votre carrière là? 38 ans. Oh là là. C'est très émouvant, les gens qui ont travaillé ici très longtemps. Quand on me dit c'est la première fois que je vois du feu dans la cheminée, ça fait du bien. Alors là, vous n'allez pas reconnaître parce que ça, c'était les cuisines. Alors la salle des fourneaux et la cuisine, comme vous connaissiez avant, alors là, ça va vous faire un choc. Non, mais allons-y pour le choc. Même pas. Ça fait bizarre de voir la travail, porte. là. Quand les cloisons modernes ont été retirées, les cheminées et autres moulures sont apparues La intactes. cheminée de la maison, elle est ionique parce qu'au niveau du chapiteau, il y a un enroulement. Ici, ce qui est assez intéressant, ce sont les plafonds. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup plus de poutres, mais la moitié était fausse et avait été refaite au 19e siècle. Donc là, on était en train de refaire des plafonds à la française, en ayant conservé les poutres qui étaient bonnes, et on les a reconnues à quoi? Parce qu'il y a des dessins dessus. Alors vous les voyez, ici, vous voyez assez clairement. Vous voyez ces dessins, ce décor qui a été fait
au pochoir. Là où c'est le plus net et le plus clair, c'est en dessous ici. Là, vous le voyez très bien. Fin d'après-midi, les villageois visitent l'aile du château en reconstruction. Alors en fait, c'est un couloir très important parce que c'est peut-être le premier couloir de l'architecture en France au XVIe siècle. C'est peut-être le premier. Et en fait, là, derrière, il y avait des pièces. Ce lieu, qu'ils regardaient depuis toujours comme une maison de repos, devient à leurs yeux un monument historique, 450 ans après sa construction. Je trouve que ça se passe très bien. Enfin, je pense que tous ceux qui sont là sont contents. Ça apporte pour eux une considération et pour moi, ça me permet de leur signifier qu'ils comptent aussi pour moi. Ils font partie du village, ce ne sont pas des anonymes, c'est des gens que j'ai plaisir à rencontrer. Une centaine de personnes ont ainsi redécouvert le château de Bournazel. Les travaux réveillent l'intérêt du public. C'était l'objectif de cette journée. Retour au chantier école. Une semaine est passée depuis l'arrivée des étudiants de Montpellier. Il est 8 h du matin. Le moment le plus important de leur stage va commencer. Hervé va leur livrer une recette très précieuse. Bon alors, le but de la manœuvre, c'est de ne pas être vautré sur les escaliers. Vous mettez vos casques, vous êtes attentifs. Et comme toujours avec lui, mieux vaut être réveillé. Vous avez déjà remarqué quand vous faites de la cuisine que si on vous dit 50 grammes de beurre, si vous en mettez 85, ça fait plus du tout la même recette. C'est exactement le même système. On fabrique quoi là? On fabrique un enduit fin, qui est l'enduit le plus sophistiqué qu'on puisse avoir dans les décors et les ornements. Voilà. Ça y est, je vous ai endormi. Donc là, vous allez mettre 3/4 de seau d'eau. Je vais mettre 10 litres de chaux, 1,5 kg de terre de sienne naturelle. Une recette du XVIe siècle. La composition des enduits de la Renaissance. Au moment où vous appliquez ces matériaux, en italien on dit innamorato, c'est-à-dire le moment où le mortier, la pâte qu'on applique est amoureuse. C'est-à-dire, elle se raidit un peu. Il y a une image un peu triviale, mais c'est le mortier est amoureux, la pâte est amoureuse, et c'est le moment, à ce moment d'amour, où on peut la glacer, la lisser. Et donc, voilà, ça va être dans l'état parfait dans lequel on attend qu'elle soit. Et vous voyez, le simple fait d'en parler comme ça m'émeut. Ah, ça fait silence dans les rangs. Hein. Je vais regarder juste avant. Il y a les applicateurs confirmés et ceux qui débutent. Ensemble, ils doivent parvenir à un résultat uniforme. Voilà. Essayez d'avoir toujours le même geste. C'est-à-dire, comme ici, on a plein d'imperfections, tu vois, qui vont dans tous les sens. Il faut essayer de les couvrir avec le même geste. T'es là? Attention, ça va gicler. Ne salissez pas les murs. Maintenant, vous êtes dans un salon où il y a du marbre par terre. C'est un édifice précieux. Vous respectez le silence, vous vous concentrez et vous faites les choses sans salir. J'aime bien quand vous êtes silencieux comme ça, c'est agréable. C'est-à-dire que chaque petit mot déchire le silence, c'est bien ça. C'est intimidant. Bah on a un peu la pression de ne pas faire assez bien en fait. Parce que bon, c'est pas rien comme bâtiment, c'est quand même un bâtiment historique, donc on a envie de faire très bien et quand c'est la première fois qu'on le fait, on sait pas trop.
Grâce au travail de ces étudiants, le pavillon de jardin revient à la vie. C'est leur 5e intervention à Bournazel. L'année dernière, c'était la charpente et la couverture. Cette année, c'est donc la finition des murs à la manière des palais Renaissance. Dans la soirée, Thierry et Hervé sont plus que satisfaits. Alors, les imperfections qu'on voit là, finalement, c'est rien du tout. Parce que d'ailleurs, ça fait un petit peu le geste. Et ce qui est intéressant aussi dans l'enduit, par rapport aux enduits projetés, par rapport au système nouveau, enfin, pas très nouveau avec tyrolienne, c'est qu'ici, au moins, on a le geste. Hein, là, on a la mémoire de la main. Et c'est vrai que c'est la trace de l'outil, la trace de la main, ça veut dire que là, il y a l'homme. C'est pas la machine. C'est toute l'architecture que de retrouver la chair de l'homme présente dans ce projet. Non, bravo. Pour les étudiants, bravo. Sur archi. Encore quelques travaux de finition à faire. En tout cas, on est sur la bonne voie. Et puis ça donne un joli petit pavillon. Hein. Ah oui. Trop luxueux peut-être, hein, pour un petit pavillon de jardin. Tes mains, ça va mieux, au fait, c'est terminé? C'est bon, il n'y a plus de doigts. Mais... Hervé me disait que les artisans, après, ils ont une grosse croûte, ouais. Bien sûr que ça fait. Non, mais on a la peau douce quand même. Super, on a la peau douce. Mais c'est sûr que quand tu tires du plâtre en plein hiver, tu vois, moi j'ai commencé comme plâtrier, tu tires du plâtre en plein hiver, eh bien, quand tu vas draguer une fille, tu lui mailles ses bas et tu lui fais pas des caresses avec le plat de la main, tu vas au revers de truelle. Parce que c'est vrai que c'est rap, on a les mains râpeuses, hein, ça c'est clair. Chose que n'ont pas les architectes, c'est toujours pour ça qu'ils sont. Oh non, on a les mains molles. Ils ont des mains. La main molle. Ils ont la main moite et la main molle. Avant de quitter le château et de rentrer à Montpellier, les étudiants vont enfin rendre visite, à côté de Rodez, à l'atelier des tailleurs de pierre. Ce sont eux qui, à la manière de la Renaissance française, sculptent les éléments de la future façade du château, en restant fidèles aux techniques de leurs lointains prédécesseurs. Bonjour. Dominique Vermorel dirige cette entreprise. L'électricité accélère bien sûr les choses quand il s'agit de dégrossir les blocs. Mais lorsqu'on rentre dans le détail, rien ne vaut le travail à la main. C'est pas trop dur, non? Non, à chaque fois, ça m'étonne de voir les femmes travailler la pierre. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais c'est un métier tellement dur physiquement. Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est... Vraiment, il faut... Ah, mais on se muscle les 2 premières années après ça. On bol. Dans l'atelier, il y a 2 jeunes femmes à la taille de pierre. La première s'appelle Morgane. La seconde, Stella. Dominique Vermorel prétend qu'un amateur reconnaît immédiatement la main d'une femme sur une pierre sculptée. Tu veux essayer pour voir un peu la matière? Ça peut te permettre aussi de te rendre compte de ce que c'est, un peu le matériau. Et tu vois, oui, faut pas le prendre comme un stylo.